Mes parents ont secrètement installé un logiciel espion sur mon ordinateur pour contrôler mon compte d'épargne. Ils ont retiré les 250 000 $ que j'avais économisés pendant 10 ans pour acheter une maison. Lorsque je l'ai découvert, mon père a dit d'un ton moqueur, « Merci pour ta naïveté. Ton argent a maintenant assuré le brillant avenir de ton frère. » Je n'ai pas pu retenir mon rire car l'argent qu'ils avaient pris était en fait. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée où que vous soyez. J'adorerais que vous partagiez dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'odeur de mon petit appartement était généralement un mélange réconfortant, bien que légèrement ordinaire, de vieux livres de poche et de la légère saveur métallique du café de fin de soirée. Pendant 10 ans, cela avait été le décor d'un objectif unique et inébranlable, construire un avenir. Cet avenir était résumé en un chiffre, une somme qui augmentait régulièrement sur mon compte d'épargne en ligne, 250 000 $. C'était $250 000 que j'avais amassé centime par centime, décision difficile par décision difficile. Chaque déjeuner mangé seul à mon bureau pendant que mes collègues sortaient, chaque paire de chaussures délavées portée une saison de plus, chaque vacances tentante reportée, chaque projet freelance supplémentaire intercalé dans des week-ends déjà chargés où tout cela s'ajoutait à ce chiffre. C'était plus que de l'argent, c'était la manifestation physique de mon autonomie, de ma discipline, de mon ambition tranquille. C'était la compte pour la maison simple et solide avec une petite parcelle de gazon. Je parcourais les annonces en ligne, visualisant tard le soir, un endroit où je pourrais enfin planter des racines qui seraient véritablement les miennes. C'était, tout simplement, mon indépendance. Mes parents, que Dieu les bénisse, avaient toujours une abondance d'opinions non sollicitées sur mes finances. Ce n'était pas le conseil doux d'un investisseur chevronné, c'était une critique constante et vigilante, à peine voilée de préoccupation. « Es-tu sûr que ce compte d'épargne est le meilleur endroit pour ton argent, Michael ?» demandait ma mère lors de nos appels obligatoires du dimanche soir, sa voix teintée de cette anxiété parentale particulière qui ressemblait toujours plus à un jugement. L'inflation, tu sais, et les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. Peut-être devrais-tu envisager de mettre une partie de ce capital au travail. Peut-être aider David à lancer son entreprise. David, mon jeune frère, le fils autour duquel tout le système solaire familial semblait graviter. Ses besoins étaient primordiaux, son potentiel illimité, chacune de ces étapes était une cause de fanfaré, le plus souvent, de dépenses financières. Les frais de scolarité universitaire ont nécessité d'importants sacrifices parentaux, un fait diffusé à tous les parents et amis de la famille. L'idée de start-up brillante et vaguement définie de David qui promettait de révolutionner, eh bien, quelque chose. Plus de sacrifices, plus de déclarations de son succès inévitable qui changerait le monde. Mes propres réalisations tranquilles, obtenir mon diplôme universitaire sans dette grâce à des bourses et des petits boulots, décrocher un poste stable d'ingénieur, bâtir régulièrement mes économies, celles-ci étaient accueillies par un hochement de tête, c'est bien, Michael le dédaigneux. Avant que la conversation ne revienne inévitablement à la dernière demande de subvention de David ou à son opportunité de réseautage. Mon rôle était clair, le fiable, le calme, le système de soutien, censé contribuer sans exiger de reconnaissance ou, à Dieu ne plaise, de soutien réciproque. J'étais la fondation solide et invisible sur laquelle il construisait, sans jamais réaliser qu'il me considérait simplement comme de la matière première et jetable. Mon angle mort était une caverne vaste et résonnante. Je croyais sincèrement que leur manipulation subtile, leur suggestion constante, leur favoritisme évident envers David, n'étaient que des expressions maladroites d'amour, des tentatives maladroites de guider leur fils tranquille. Je confondais leurs besoins ancrés de contrôle avec un véritable souci, leur attente de mon soutien indéfectible avec un modèle sain d'unité familiale. Leur maison sur Maple Lane, celle où j'ai grandi, était un sanctuaire de perfection fabriquée. La pelouse était perpétuellement entretenue, les coussins décoratifs gonflés à une perfection défiante, les photos de famille sur la cheminée stratégiquement disposées pour présenter les étapes importantes. Même enfant, je sentais la performance mijoter sous la surface. L'air à l'intérieur sentait toujours faiblement le désodorisant floral signature de ma mère, un assainisseur entêtant, une tentative presque agressive de masquer toute odeur moins que parfaite. La voix de mon père, un grondement grave et résonnant, pouvait faire taire toute conversation qui s'aventurait dans des sujets inconfortables, ramenant tout le monde à des sujets sûrs et superficiels ou, comme prévu, au dernier triomphe de David. Le compte d'épargne lui-même était une relique d'époque plus simple, ou peut-être un témoignage de ma naïveté. Je l'avais ouvert au lycée, et il est resté lié à l'adresse de mes parents pour les relevés papier longtemps après que j'ai déménagé.
C'était juste l'un de ces détails administratifs que je n'avais jamais pris la peine de changer. Plus important encore, je leur avais donné les détails de connexion en ligne il y a des années. Je me souvenais à peine pourquoi maintenant. Peut-être qu'ils avaient besoin de transférer une petite somme pour quelque chose de trivial, une dépense partagée, ou peut-être avaient-ils simplement insisté pour m'aider à configurer l'accès en ligne et j'avais accepté, leur faisant implicitement confiance. C'était une chose unique, un moment fugace de commodité ou d'aide parentale que je n'aurais jamais imaginé pouvoir être transformé en arme. Cela semblait simplement normal. La famille partageait, n'est-ce pas? Ma famille ne partageait-elle pas? Le premier signe, avec le recul, était si subtil qu'il était presque un fantôme. Mon ordinateur portable professionnel, une machine relativement nouvelle et puissante sur laquelle je comptais quotidiennement, a commencé à ralentir. Les programmes se bloquaient, les fichiers prenaient des secondes agonisantes pour s'ouvrir, les sites web tournaient sans fin avant de se charger. C'était comme traîner un poids lourd dans la boue. J'ai lancé des analyses antivirus, supprimé de vieux programmes, optimisé le stockage, tout ce que je savais faire, mais rien n'a aidé. Les problèmes de performance persistaient, un frein persistant et agaçant à ma productivité. C'était comme une petite démangeaison persistante que je ne pouvais pas gratter, une frustration mineure que je considérais comme une défaillance matérielle imminente. Puis vinrent les questions, plus vives, plus invasives, délivrées avec cette même couche édulcorée de préoccupation. Tu comptes vraiment toujours acheter cette maison l'année prochaine, Michael? Les prix sont astronomiques maintenant, tu sais. Es-tu absolument sûr que tes économies suivent? Peut-être devrais-tu reconsidérer ta stratégie. La voix de ma mère au téléphone, douce mais inquisitive, ressemblait à de petites aiguilles piquant ma peau. Un sentiment vague et troublant se nouait dans mon ventre pendant ces appels, une impression d'être trop scruté, mes projets semblant ouverts aux commentaires et au jugement public. J'essayais de l'ignorer, de l'attribuer à mon propre stress lié à ce gros achat. Un soir, en dépannant le ralentissement informatique incessant, j'ai ouvert le gestionnaire des tâches. En parcourant la liste des processus en cours, dont la plupart étaient des tâches système familières ou des applications courantes, j'ai vu un nom que je ne reconnaissais pas. Il semblait anodin au premier abord, une chaîne de mots techniques. Une recherche rapide et prudente sur un appareil secondaire a donné des résultats effrayants. Ce nom de processus particulier, ou des variations de celui-ci, était couramment associé à des logiciels d'accès à distance et de surveillance, des logiciels conçus pour enregistrer les frappes au clavier, capturer des captures d'écran, accéder aux fichiers, et même activer des webcams et des microphones. Le sang me glaça. Pourquoi cela serait-il sur mon ordinateur portable professionnel? Avais-je cliqué sur un lien suspect? Téléchargé quelque chose par accident? Une pensée nauséeuse, insidieuse et profondément déstabilisante, commença à se former, une sombre tentacule rampant depuis les bords de mon esprit. Non. Pas eux. Ça ne pouvait pas être eux. Les personnes qui m'ont élevé. Mes parents. Mais les questions. Le timing. L'accès que je leur avais donné il y a des années. Tout cela s'est combiné en une possibilité horrible à laquelle je voulais désespérément ne pas croire. Mes mains tremblaient visiblement alors que je naviguais vers mon portail bancaire en ligne plus tard cette nuit-là. Le curseur semblait ramper sur l'écran, reflétant la peur qui montait dans ma poitrine. La mise en page familière se chargea, les chiffres que j'avais vus grandir pendant une décennie. Mes yeux parcoururent le solde principal, m'attendant à voir la solide somme à 6 chiffres. Elle n'était pas là. Le chiffre était minuscule, à peine suffisant pour couvrir un mois de loyer. Un son étranglé s'échappa de ma gorge. Je cliquai sur l'historique des transactions, faisant défiler avec une desperation croissante, ma respiration devenant haletante. Et là, c'était, clair et indéniable, un seul transfert sortant massif daté de mardi dernier. Montant, 250 000 $. Le monde sembla basculer sur son axe. Ma poitrine se serra, non pas métaphoriquement, mais physiquement, comme un poids écrasant s'installant sur mon sternum. C'était comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons, rendant chaque respiration un effort rauque et douloureux. Ce n'était pas possible. Ce devait être une erreur, un piratage, un bug. Pas eux. Pas mes parents. Pas ma famille. Cet argent représentait 10 ans de ma vie, mon avenir, mon rêve d'un espace sûr et indépendant. Il était parti. Disparu. J'ai conduit jusqu'à leur maison sur Maple Lane l'après-midi suivant. Le trajet était un flou, mon esprit s'emballait,
essayant de construire un scénario où ce n'était pas ce que cela semblait être. La façade parfaite me accueillit, les rosiers méticuleusement taillés, l'allée fraîchement scellée. L'air à l'intérieur était épais de l'odeur entêtante et artificielle du spray floral de ma mère, se sentant maintenant moins comme un arôme agréable et plus comme un gaz suffocant. David était là, allongé sur le canapé blanc immaculé, tapotant sur sa tablette, l'air complètement insouciant. Mes parents étaient assis en face de moi, leurs expressions initiales de légère surprise face à ma visite inopinée se durcissant en une prudence gardée alors qu'ils regardaient mon visage. Je ne me suis pas donné la peine des banalités. Ma voix était mince, tendue, à peine plus forte qu'un murmure. Les mots étaient écorchés par la terreur et l'incrédulité. Mes économies. 250 000 $. C'est parti. Transféré. La main de ma mère s'envola vers sa bouche, un geste de choc bien rodé. Oh, Michael, quelle horreur absolue. As-tu été piraté? As-tu cliqué sur quelque chose que tu n'aurais pas dû? Mon père se pencha de son fauteuil, le front plissé dans une démonstration convaincante de préoccupation. Es-tu bien sûr, mon fils? Est-ce que tu lis correctement le relevé? La banque en ligne peut être source de confusion. Je sortis mon téléphone, forçant mes doigts tremblants à naviguer vers le journal des transactions. L'écran semblait glissant dans ma main. Je le leur tendis, la preuve indéniable brillant de manière frappante. C'est juste ici. Un seul transfert. 250 000 $. Mardi dernier. Vers un compte que je ne reconnais pas. Leurs yeux parcoururent l'écran. Le visage de ma mère, généralement si soigneusement composé, pâlit visiblement sous son maquillage. La mâchoire de mon père se serra, le masque de préoccupation s'effaçant pour révéler quelque chose de plus dur en dessous. La performance commença à s'effriter, révélant le noyau froid et calculateur en dessous. Eh bien, Michael, commença mon père, sa voix perdant la sympathie feinte et prenant ce ton autoritaire familier qui ne souffrait aucune discussion, nous avons facilité un transfert. Pour la famille. Facilité? Pour la famille? Mon cœur martelait contre mes côtes, un battement de tambour frénétique contre mes os. Facilité sans me demander? C'est l'argent de ma maison. 10 ans d'économies envolées en un instant. Comment avez-vous pu? Ma mère intervint, sa voix s'élevant soudainement avec une indignation vive. Ne sois pas dramatique, Michael. C'est l'argent de la famille. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est pour la famille. Nous t'avons aidé quand tu étais jeune. Nous t'avons soutenu. Nous avons investi en toi. Investi? Je murmurai le mot, le sentant comme une trahison en soi. Vous avez volé mon acompte. Vous avez volé mon avenir. Mon père se leva alors, se redressant de toute sa hauteur, sa voix légèrement tonitruante, remplissant la pièce de sa puissance résonnante. David leva finalement les yeux de sa tablette, une lueur de confusion sur son visage, sentant le changement dans l'air. Voler est un mot ridicule. Nous en avions besoin. La start-up de David avait besoin d'un dernier investissement significatif pour assurer son avenir. Il s'agit d'assurer son avenir. La prospérité de notre famille. Mon avenir était cet argent. Ma voix était plus forte maintenant, rauque de douleur, d'incrédulité et d'une fureur froide grandissante. Vous avez pris tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce pour quoi j'ai sacrifié. Les lèvres de mon père se courbèrent en un sourire mince, satisfait et absolument cruel. Ses yeux rencontrèrent les miens, froids et victorieux. Ce fut le moment gravé dans ma mémoire, l'aboutissement d'une vie de rejet subtil et de favoritisme flagrant. Il se pencha légèrement, sa voix redescendant à un ton bas et tranchant, dégoulinant de condescendance. Merci pour ta naïveté, Michael. Ton argent a maintenant assuré le brillant avenir de ton frère. Certains d'entre nous comprennent comment tirer parti des actifs pour le bien commun. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était une reconnaissance bizarre, presque détachée de l'arrogance pure et époustouflante, de l'absence totale de compréhension de la réalité de la situation qu'ils avaient créée. Une étrange pression monta dans ma poitrine, derrière mes yeux. Un son étranglé s'échappa de mes lèvres. Ce n'était pas un sanglot. C'était le début d'un rire. Un rire sombre, amer, absolument déroutant qui semblait étranger sortant de ma propre gorge. Ils me regardèrent, leur visage un mélange de confusion et d'affront. La suffisance s'effaça sur le visage de mon père,
remplacé par de l'irritation. « De quoi diable te moques-tu » demanda ma mère, ses yeux rétrécis en fente suspicieuse. David semblait visiblement mal à l'aise, sentant que la scène dérapait au-delà de sa compréhension. Je ne pouvais pas arrêter l'étrange montée d'amusement sombre mêlée d'une résolution froide et dure qui se durcissait dans mon ventre. Le rire était tremblant, incrédule, presque maniaque. « Vous pensez que vous avez pris mon avenir » réussis-je à dire, ma voix tremblante mais se raffermissant à chaque mot. « Vous pensez que vous avez gagné ? Vous pensez que vous m'avez joué comme un idiot ?» Je secouai lentement la tête, le rire s'estompant en un sourire sombre et inébranlable qui semblait étranger sur mon visage. « Vous n'avez aucune idée. L'argent que vous avez pris. Ce n'était pas seulement mes économies. Plus maintenant. En le prenant, vous avez juste scellé votre propre sort. » Ce moment fut le tournant définitif. Le choc, la douleur vive, le sentiment d'être complètement mis à nu, cela ne m'a pas brisé. Cela m'a purifié, brûlant les derniers vestiges de loyauté aveugle et d'espoir naïf. Cela a forgé quelque chose de nouveau et de dur dans le creuset de la trahison. Une détermination froide et concentrée à remplacer la dévastation. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer des fonds, même si cela en faisait partie. Il s'agissait de justice, d'exposer la pourriture sous la surface parfaite et brillante qu'ils présentaient au monde, et de me protéger de la réalité terrifiante de ce dont ils étaient capables. J'ai quitté leur maison ce jour-là, non pas brisé, mais brûlant d'un feu froid et clair. L'odeur entêtante du désodorisant floral s'accrochait à mes vêtements, un rappel nauséeux de l'artificialité que je laissais derrière moi. Je suis retourné à mon appartement tranquille et vide, le silence amplifiant les pensées chaotiques qui tourbillonnaient dans ma tête. Je ne pouvais pas y rester, pas avec ce logiciel potentiellement toujours présent, observant. J'ai effacé mon ordinateur portable, un acte nécessaire mais presque violent, effaçant des années de fichiers, de souvenirs, d'empreintes numériques, m'assurant qu'aucune autre information ne pourrait être compromise. Puis j'ai fait une petite valise et je suis allé chez Emma. Emma vivait simplement, intentionnellement, dans un quartier de la ville éloigné de la monotonie suffocante et parfaite de la banlieue de Mapleland. Son immeuble était plus ancien, original, plein de caractère. Elle ouvrit la porte, me regarda, tirée, pâle, les yeux écarquillés par le choc, et me serra dans une étreinte féroce et silencieuse. L'odeur de chez elle était différente, de vieux livres de poche, du café fraîchement préparé, quelque chose de propre et terreux qui parlait d'une vie authentique, et non d'une présentation fabriquée. Ça sentait la sécurité. Je racontai l'histoire, d'abord en hésitant, les mots se nouant dans ma gorge, puis en un torrent, la découverte du logiciel, la disparition de l'argent, la vantardise cruelle et moqueuse de mon père, le rire étrange, presque incontrôlable, qui s'ensuivit. Emma écouta patiemment, son expression passant de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à une colère tranquille et bouillante qui correspondait à la mienne. « Oh, Mike, murmura-t-elle, sa voix basse et régulière. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait avec eux. La façon dont ils te traitaient. Le show de David. Mais ça. C'est d'un tout autre niveau. » Son expérience en cybersécurité n'était pas seulement un travail, c'était une passion profonde, une compréhension intuitive du monde numérique qui m'était complètement étrangère. Elle comprit immédiatement les implications du logiciel espion. Keylogger, accès à distance, capture d'écran, murmura-t-elle, ses doigts volant déjà sur le clavier de sa propre machine propre. Il ne s'agit pas seulement de voir ce que tu fais. Il s'agit d'accéder à des comptes, à des fichiers, à des informations personnelles sensibles, surtout si tu utilisais cet ordinateur pour la banque ou toute chose privée. Nous avons commencé à fouiller, travaillant tard dans la nuit, alimentés par l'adrénaline et le stock infini de café fort d'Emma. Pas sur ma machine effacée, mais en accédant à des enregistrements que je pouvais légalement obtenir, de vieux relevés bancaires, des journaux de mes comptes en ligne montrant les heures d'accès, tout ce qui était antérieur à l'effacement. Emma se concentra sur le traçage du transfert de 250 000 $. Il est allé vers un compte national, mais ensuite, en quelques heures, il s'est fragmenté, se dispersant en une série de transactions complexes et rapides impliquant un réseau de sociétés écrans et de comptes aux noms génériques et à consonance corporate. Cela n'allait pas directement à la start-up de David ou à un fournisseur connu ou même à un simple fonds d'investissement. C'était un manuel de blanchiment d'argent. Il ne s'agissait pas seulement de parents toxiques volant un fils pour financer un frère favorisé. Cela faisait partie d'une opération criminelle beaucoup plus vaste et bien plus sophistiquée. Mes parents n'étaient pas seulement égoïstes et manipulateurs, c'étaient des criminels de carrière, gérant un réseau complexe de fraude financière.
L'argent qu'ils m'avaient pris n'était qu'une petite partie de leur schéma plus large, blanchi via divers comptes ou utilisé pour financer leurs activités illicites. La réalisation fut une pierre froide et dure se posant dans mon ventre. Leur image soigneusement cultivée, leur obsession des apparences, leur promotion incessante du succès de David, ce n'était pas juste une dysfonction familiale agaçante, c'était un écran de fumée soigneusement construit pour quelque chose de bien plus sombre et dangereux. Le poids de tout cela était écrasant. Mais ensuite, Emma trouva autre chose, quelque chose directement lié aux journaux du logiciel espion qu'elle parvint à récupérer grâce à une certaine magie numérique que je ne comprenais pas entièrement, des enregistrements montrant quels fichiers ils avaient consultés à distance sur mon ordinateur après l'installation du logiciel. Mes déclarations fiscales, des copies de demandes de prêt datant d'années, des fichiers de vérification d'identité que j'avais sauvegardés, des scans numériques de mon permis de conduire et de ma carte de sécurité sociale. Ils ne se contentaient pas de voler mon argent, ils utilisaient activement mon identité, mes informations personnelles obtenues via le logiciel espion qu'ils avaient secrètement installé et mes comptes compromis, pour faciliter leur réseau de fraude, ouverture de comptes bancaires à mon nom, demande de crédit, potentiellement signature de documents, laissant une piste qui pourrait remonter à moi si leur opération était découverte. La nausée revint, pire qu'avant. Ils ne m'avaient pas seulement blessé financièrement et émotionnellement, ils essayaient activement de me piéger, de me rendre potentiellement responsable légalement, de m'impliquer dans leurs crimes sans ma connaissance ni mon consentement. Ils n'ont pas seulement volé mon argent, j'étouffais les mots, épais d'horreur. Ils ont volé mon nom. Ils essayaient de me faire porter le chapeau. Mon frère, David, restait une figure douloureuse et périphérique dans ce cauchemar qui s'épaississait. Était-il complice? L'analyse des flux de transactions par Emma ne le liait pas directement au blanchiment complexe ou aux sociétés écrans, seulement à la réception de fonds importants de la part de nos parents. Il semblait qu'il était soit réellement inconscient, profitant des avantages de son statut favorisé sans poser de questions gênantes, soit volontairement ignorant, choisissant de ne pas voir l'homme derrière le rideau tant que l'argent continuait d'affluer. Cela le rendait moins un co-conspirateur conscient de la fraude la plus profonde et plus un bénéficiaire principal et privilégié de leurs crimes étendus, aveuglé par l'ambition et le récit que nos parents lui avaient raconté toute sa vie. Mais je savais avec une certitude effrayante qui s'installait profondément dans mes os qu'il se rangerait du côté de mes parents lorsque toute la vérité éclaterait. Son image, sa façade de succès soigneusement construite sur leur argent, dépendait entièrement du maintien de leur récit. Armés des preuves qui s'accumulaient rapidement, les journaux indéniables montrant l'installation du logiciel espion et l'accès à distance, les pistes de transactions complexes pointant irrévocablement vers les sociétés écrans et leurs réseaux frauduleux, la preuve du vol d'identité utilisant mes documents, nous avons commencé à voir l'ampleur de leur opération. Il ne s'agissait pas seulement de dizaines de transactions, c'étaient des centaines, impliquant potentiellement des millions de dollars, et ayant un impact horrible sur d'innombrables personnes réelles, des personnes âgées ciblées par de faux plans d'investissement, de petites entreprises attirées par de fausses transactions, des familles volées de leurs économies. Mes parents, les piliers de la communauté façade sur Maple Lane, étaient des prédateurs, s'attaquant aux vulnérables pour financer leur style de vie somptueux et le chemin doré de David. C'est ici que le rebondissement de l'argent faux s'est pleinement solidifié, expliquant ce rire bizarre, presque hystérique, de retour chez eux. Ressentant ce malaise persistant dû aux premiers bugs informatiques et aux questions parentales étranges avant que les 250 000 $ ne disparaissent, j'avais agi sur un sentiment intuitif, un murmure d'intuition que quelque chose n'allait pas. C'était un geste né plus de paranoïa indéfinie que de preuves concrètes, mais cela m'a sauvé. Des semaines plus tôt, j'avais discrètement et méticuleusement transféré mes 250 000 $ d'économie sur un tout nouveau compte, complètement séparé, dans un établissement financier différent dont ils ne savaient rien et auquel ils n'avaient pas accès. Le compte qu'ils surveillaient, celui qu'ils pensaient contenir mes économies de vie, était un leur. Il avait un solde plus petit et moins important, peut-être quelques transferts automatisés prévus pour le faire paraître actif mais moins tentant pour un vol complet. Ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont volé ce jour-là n'était pas ma décennie de sacrifice. Ce qu'ils ont volé était, basé sur les dates et les montants précis qu'Emma a tracés, de l'argent qu'ils venaient eux-mêmes de faire transiter par mon compte compromis comme un arrêt bref et caché dans le processus complexe de blanchiment international de leur propre réseau de fraude. Ils pensaient qu'ils utilisaient mon compte pour nettoyer leur argent sale ou le cacher temporairement, croyant que mon solde d'épargne important rendrait la transaction discrète. En le volant, ils n'ont pas pris mon avenir, ils ont pris leur propre argent chaud, laissant une piste numérique brillante et indéniable directement de leur réseau de fraude plus vaste jusqu'à eux, acheminé spécifiquement via un compte lié à moi, la personne même dont ils volaient simultanément l'identité. Mon quasi-rire à ce moment-là était la pure et sombre ironie cosmique de tout cela. Ils se croyaient si intelligents,
si intouchable, me faisant les poches en toute impunité. Mais il s'était dirigé directement dans un piège que j'avais inconsciemment aidé à tendre, fournissant la preuve précise et irréfutable qui démantèlerait tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges. Ils ont volé leur propre piège, répétait je à Emma, la réalisation à la fois terrifiante dans ses implications et profondément, sombrement satisfaisante. La décision n'était plus seulement claire, mais impérative. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais gérer seul ou confiné au domaine des problèmes familiaux. La fraude était trop étendue, le nombre de victimes potentielles trop élevé, et ma propre exposition légale au vol d'identité trop réelle. Nous avions besoin des forces de l'ordre. Nous avions besoin de justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'ils avaient lésés. Travaillant sans relâche avec Emma, nous avons compilé nos preuves dans un dossier détaillé et chronologique, journaux de transactions, adresse IP corrélant l'accès au logiciel espion avec l'activité frauduleuse, capture d'écran de l'interface du logiciel prise par accident, nom de sociétés écran, pistes sur les victimes potentielles identifiées grâce au registre public lié au modèle d'escroquerie. Nous avons consulté discrètement l'avocat que j'avais initialement contacté, un tiers objectif qui a confirmé la solidité et la validité de nos preuves. Elle nous a guidés sur la meilleure façon d'approcher les autorités, afin de garantir que je ne sois pas impliqué par erreur en raison du vol d'identité. Étant donné l'ampleur du réseau financier, traversant probablement les frontières des États, le FBI était l'agence appropriée. Les jours qui ont suivi ont été un flou de réunions, racontant l'histoire douloureuse encore et encore, présentant les preuves techniques et financières. Les agents étaient initialement prudents, comme ils devaient l'être, mais lentement, méthodiquement, alors qu'Emma présentait les miettes numériques complexes et que j'expliquais la dynamique familiale et les origines du compte compromis, leurs expressions sont passées de la neutralité professionnelle à une gravité sombre. Ils ont vu le réseau. Ils ont vu le blanchiment. Ils ont vu l'audacieux vol d'identité. Ils ont vu la profondeur de la trahison. Ils ont vu le potentiel de nombreuses victimes. Le point culminant n'était pas la confrontation dramatique dans une salle d'audience que l'on voit dans les films, c'était l'arrivée froide et calculée de la justice. Les agents ont travaillé rapidement et discrètement, bâtissant leur dossier, obtenant des mandats. Ils ont planifié le moment de l'exposition pour un mardi matin, lorsque mes parents seraient tous les deux présents dans le bâtiment de bureaux suburbains sans histoire qu'ils utilisaient comme façade légitime pour une partie de leur opération. Je n'étais pas présent lors des arrestations elles-mêmes, mais Emma et moi étions à proximité, attendant. La tension était un fil physique tendu dans ma poitrine, l'air semblait mince, difficile à respirer. J'imaginais la scène se dérouler, l'environnement de bureau ordinaire, le coup frappé à la porte inattendu, la présence soudaine d'agents fédéraux présentant des badges, la lecture des droits. J'ai appris les détails plus tard à partir des dossiers de l'affaire et des contacts d'Emma. Leur arrogance initiale, la façade soigneusement peaufinée de gens d'affaires légitimes, se dissolvant instantanément sous la lumière froide de l'examen fédéral. Le visage du père, quelques instants auparavant probablement composé et confiant, serait devenu blême comme un drap. La composition soigneusement construite de la mère s'est complètement brisée, sa voix s'élevant en dénégation frénétique et insensée, rejetant la faute de manière erratique. Le bruit des menottes qui se cliquent, net et définitif, résonnant dans le silence soudain et sidéré. Ils ont tenté de tout nier, puis de marchander, puis, de manière esséurante, ont même tenté de rejeter une partie de la responsabilité sur moi en raison des comptes compromis à un dernier acte désespéré de manipulation enraciné dans leur incapacité à accepter la responsabilité. Mais les preuves, la piste indéniable de leur propre argent chaud circulant directement par mon compte, les journaux du logiciel de surveillance qu'ils ont installé sur mon ordinateur, les faux documents utilisant mon identité étaient accablantes, irréfutables. Les suites immédiates furent un maelstrom. L'annonce des arrestations, initialement une simple note dans le carnet de police local, s'est rapidement amplifiée à mesure que l'ampleur du réseau de fraude financière est devenue évidente, reprise par les médias régionaux et même nationaux. L'image publique soigneusement construite de mes parents, la famille parfaite sur Maple Lane, a implosé, les morceaux éparpillés pour que chacun puisse les voir. Puis vint la retombée sociale, une deuxième vague de douleur. Des appels téléphoniques de parents confus, certains compréhensifs, mais beaucoup influencés par des années à croire le récit de mes parents. Des murmures dans la communauté. Et David, mon frère, qui avait directement bénéficié de leurs crimes, a réagi non pas par introspection, honte ou préoccupation pour les victimes, mais par un déni et une colère furieux et égoïste contre moi. Il s'est déchaîné sur les réseaux sociaux, dépeignant l'image d'une famille stable et respectable détruite par un fils troublé, ingrat et jaloux faisant des accusations malveillantes et fausses par pure méchanceté. Il a publié des attaques à peine voilées, a tordu les faits,
à utiliser le langage même que nos parents lui avaient inculqué toute sa vie, que j'étais en quelque sorte moins méritant, moins capable, et maintenant activement malveillant. Il essaie de nous détruire, a-t-il hurlé en ligne, essayant de rallier leurs derniers sympathisants, jetant de l'huile sur le feu de l'opinion publique. C'était un acte de trahison final, douloureux mais finalement éclaircissant, confirmant sa complète absorption dans la dynamique toxique de la famille et sa volonté de protéger sa propre position privilégiée à tout prix. Le processus juridique s'est poursuivi, une période lente et émotionnellement épuisante d'audience, d'étapes procédurales et finalement de préparation du procès ou de négociation de plaidoyer. Mes parents, dépouillés de leur façade publique et confrontés à la dure réalité du système judiciaire, semblaient amaigris et vieillis. Ils ont montré peu de remords publics, tentant toujours de justifier leurs actions ou de minimiser leur implication. Mais les preuves, compilées si méticuleusement par Emma et moi, ont tenu bon. Mes véritables 250 000 $ d'économie sont restés en sécurité, intacts, sur le compte sécurisé où je les avais transférés. L'argent qu'ils avaient fait transiter par mon compte, l'argent chaud qu'ils avaient volé, a été saisi dans le cadre des actifs liés à l'affaire de fraude. Travaillant étroitement avec mon avocate et les autorités, fournissant des documents et un témoignage clair, j'ai réussi à naviguer dans les complexités juridiques, m'assurant que mon nom soit blanchi de toute responsabilité potentielle associée au vol d'identité et au réseau de fraude qu'ils avaient tenté de me faire porter. Ce fut un processus lent et ardu de me démêler de la toile toxique et criminelle qu'ils avaient tissée, utilisant ma vie comme un fil. Reconstruire ma réputation n'a pas été une annonce unique et spectaculaire, mais un processus délibéré et continu. Coopérant pleinement avec les forces de l'ordre, corrigeant calmement les informations erronées lorsqu'on me les présentait, et décidant finalement de partager ma vérité, de reprendre le contrôle de ma propre narration. Les mois se sont étirés en un an. Les procédures judiciaires ont atteint leur conclusion. Mes parents ont été condamnés à d'importantes peines de prison, reflétant l'ampleur et l'impact de leur vaste crime financier. La justice, sous sa forme froide et légale, a été rendue. Il n'y a pas eu d'excuses dramatiques dans une salle d'audience, pas de moment de réconciliation, rien qui aurait pu apporter une fin nette et hollywoodienne à des décennies de dysfonctionnement et de trahison. Juste la prononciation sombre des conséquences, la frontière légale finale et définitive tracée entre nous. Emma est restée une constante, une alliée fidèle qui était devenue plus ma famille que mes parents de sang ne l'avaient jamais été. Nos conversations ne portaient pas toujours sur le passé. Nous parlions de nos vies, de nos espoirs, de nos expériences partagées. Sa présence était un réconfort tranquille et inébranlable, un rappel tangible de ce à quoi ressemblait une connexion saine et authentique. L'étape la plus importante dans mon parcours de guérison personnelle a été d'acheter enfin ma maison. Ce n'était pas la première dont j'avais rêvé, celle pour laquelle j'avais économisé pendant cette décennie perdue, mais c'était la mienne. Je me souviens du poids de la lourde clé dans ma main, du clic silencieux de la serrure lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée pour la première fois, seul. La maison était vide, les pièces résonnant légèrement, une toile vierge attendant d'être remplie. Mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais plein de possibilités, de sécurité, de paix. Il n'y avait pas de photos de famille oppressantes sur les murs, pas d'odeurs entêtantes et artificielles, juste l'odeur propre de la peinture fraîche et la promesse d'un avenir que je construirais sur un sol solide. C'était mon espace, sûr, sécurisé, une frontière physique que j'avais combattue bec et ongle à travers une douleur et une trahison inimaginables pour établir pour moi-même. Les cicatrices de la trahison demeurent. Une partie de moi sera probablement toujours prudente, revérifiera toujours les détails, fera toujours un peu moins confiance facilement. La douleur du deuil de la perte de la famille que je pensais avoir, même si cette famille était construite sur une base de mensonges et de manipulation, est une douleur sourde qui refait surface parfois, en particulier pendant les vacances ou lorsque je vois d'autres personnes ayant des liens familiaux apparemment fonctionnels. Mais cela ne me définit plus. Le $250 000 n'était que de l'argent. La liberté, l'authenticité et la paix durement acquise que j'ai trouvée étaient inestimables. Les dynamiques familiales toxiques sont omniprésentes, insidieuses et profondément dommageables. Elles déforment votre perception de vous-même et du monde, érodent votre estime de soi, vous font douter de votre propre santé mentale. Établir des limites n'est pas cruel ou irrespectueux, c'est un acte essentiel d'auto-préservation, une déclaration que votre bien-être compte. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus, celles qui partagent votre sang, sont celles qui vous blessent le plus profondément. Mais découvrir la vérité, aussi douloureuse ou choquante soit-elle, est la première étape absolument nécessaire vers la guérison et la reconquête de votre vie. Se défendre, même lorsque votre propre famille essaie activement de vous démolir et de salir votre nom, est un acte de courage et d'amour de soi profond.
J'ai construit ma maison brique par brique laborieuse avec des années de sacrifice, mais j'ai construit ma nouvelle vie sur le roc de la vérité, de l'estime de soi et du courage de m'éloigner de ce qui me détruisait. Avez-vous déjà eu à faire un choix impossible entre votre propre bien-être et le maintien d'une relation avec une famille toxique? Qu'est-ce qu'il vous a fallu pour enfin établir une limite qui a tout changé?